au cœur des grands événements. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce matin prendra l'allure d'une émission spéciale. Vous savez pourquoi. Nous parlerons de la situation de crise au Togo, surtout la sortie de crise politique dans notre pays, telle que proposée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO hier. Les recommandations sont connues aujourd'hui par l'opinion. On reviendra largement sur le sujet avec Tchakala Alirou, le grand citoyen d'État, le patron du journal Courrier de la République, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement, Olivier Adja, le patron du journal Afripresse, du site Afripresse, et Isidore Akolor, le patron de l'hebdomadaire Actu Express. On aura au téléphone tout à l'heure avec Ferdinand Haïté, le patron du billet hebdomadaire L'Alternative, et Jean-Paul Agbo, du journal Focus Info. Sur Taxi FM, l'info roule. Et très rapidement, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui revient naturellement sur les recommandations de la CEDEAO sur la crise politique qui sont enfin connues. Les élections législatives prévues pour le 20 décembre 2018. Revue des moments saillants de la 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est ce que vous lirez sur 3 pages dans le quotidien Togo Matin, page 3, page 6 et page 7. Et dans l'éditorial de notre confrère, enfin les recommandations de la CEDEAO. Et maintenant, vous lirez, n'est-ce pas, l'éditorial à la page 3. Et puis, bac 1, 72 000 candidats en composition, écrit le confrère Togo Matin. Le quotidien Liberté, feuille de route sur la crise togolaise, réforme politique et électorale, vote de la diaspora, législative le 20 décembre 2018, l'essentiel des décisions de la CEDEAO, contenu dans l'article à lire à la page 6 du journal. Le confrère qui parle également du double sommet de Lomé, avec cette interrogation, qui paie la facture? Vous lirez l'article dans le quotidien, Liberté. Il y a le journal Le Dialogue qui parle du sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Lomé. La CEDEAO recommande l'amélioration du cadre électoral pour des élections législatives le 20 décembre 2018. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis rencontre des chefs d'État, membres de l'UEMOA, de la nécessité de mettre en œuvre le cadre d'action sécuritaire de l'Union. Il y a Actu Express qui revient également sur la feuille de route de la CEDEAO pour une sortie durable de la crise politique au Togo. La montagne a accouché d'une souris, la C14 tournée en bourrique. Le peuple togolais doit prendre son destin en main, écrit Actu Express ce matin. On va y revenir tout à l'heure avec Isidore Akolor. Rapport de la LTDH sur la violation des droits de l'homme du 19 août 2017 au 30 juin 2018. 22 morts, 441 blessés, dont 202 par balle et 472 détenus, note notre confrère Actu Express. Il y a aussi le journal Le Libéral. Le libéral évoque la feuille de route de la CEDEAO, dialogue, réforme, élection, grosse désillusion pour la C14, écrit le libéral ce matin. Et puis rapport de la LTDH, le gouvernement dénonce un rapport tendancieux et envisage porter plainte, évoque le journal. Le Médium parle aussi politique avec la feuille de route de la CEDEAO pour une sortie de crise qui est connue. L'élection législative au 20 décembre 2018. Vous lirez l'article dans le journal Le Médium. Il y a Fraternité aussi qui évoque la situation. Enfin, la feuille de route de la CEDEAO, de forts risques de blocage en vue, s'exclame Joël Ega dans son journal. Le confrère qui parle également de la géoéconomie, Maroc, se postulant trop lourd pour la CEDEAO. Vous lirez l'article dans le journal Fraternité.
Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est la manchette. Crise sociopolitique au Togo. La CEDEAO coupe la poire en deux. Le confrère nous propose d'ailleurs l'intégralité des recommandations. Togo, la répression et la torture contre le changement démocratique. Vous lirez l'article dans le journal La Manchette qui est dans les kiosques ce matin. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir, on vous écoutera tout à l'heure. Bonjour mon grand citoyen d'État Tchakala Alirou. Oui, bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. Et un coucou particulier à un doyen dont je tais le nom ici. Moi je salue Guy Mario ce matin sur la radio. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous pétez la forme. Non, je rayonne de forme. Le Parfait. moral il est très haut. Parfait. Oui. Bonjour Olivier Adja, vous avez un sourire moqueur? Non, pas du tout. Ah d'accord, très bien, je voulais juste m'assurer. Bonjour, ça c'est Tété, grand citoyen d'État Eric Gator. Bonjour aussi à tous ceux qui sont donc devant leur petit poste de radio. Parfait. Et bonjour à nos chers amis Pekpia et Sao. D'accord, très bien. Bonjour Joseph Gada, merci de nous avoir rejoints ce matin en studio. On vous a appelé en catastrophe. Non, c'est un plaisir pour moi d'être toujours, ou bien de répondre toujours aux invitations. D'accord. Dès que nous sommes sollicités. Parfait. Je tiens d'abord à saluer le grand public qui est à l'écoute actuellement. Bien. De Lomé, il sait que c'est de Lomé jusqu'au niveau de la diaspora. Bien entendu. Et saluer également toute la classe politique togolaise. On va revenir Oui, sur le parce que problème togolais parce tout que à l'heure. c'est un nouveau jour qui s'est levé aujourd'hui. Mais le soleil s'est levé à l'est. Oui, mais parce que particulièrement au niveau du rectangle, des 56 000 km², il y a un nouveau jour. Jour. Donc, très bien. parce que, c'est vrai que le ministre Jibé Bawara nous a promis que le jour se levera le 1er août. Le 1er août, donc je pense c'est un qu'on y est. On va y revenir tout à l'heure, rassurez-vous. Mais avant, en quelques minutes, Isidore, je voudrais évoquer avec vous un concept qui s'appelle Welcome Holiday, qui est un événement pour les jeunes pour dire au revoir aux études et bienvenue les vacances, c'est ça? Et surtout passer de très bonnes vacances et se fixer des objectifs. Alors, qu'est-ce que ça dit-nous? Au fait, c'est un cocktail d'activités socio-éducatives et culturelles qu'on organise pour ces jeunes. Et il y aura des shows musicaux, jeux tombola, shooting et autres activités, surtout leur permettre de se fixer des objectifs. Et il y aura aussi des échanges avec ceux qu'on peut appeler des modèles de réussite. Parce qu'aujourd'hui, les modèles de réussite se font rares. Et les jeunes n'ont plus de modèles, n'ont plus de repères, alors il faut leur permettre de pouvoir échanger avec ceux qu'on peut considérer comme des modèles de réussite en la personne de Madame Ige Olatokumbo, qui a bien voulu partager ses parcours jusqu'à ce qu'elle soit là pour que les gens puissent comprendre que non, la vie n'est pas aussi facile que ça. Bien sûr. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que se situe ce show et récréatif. C'est vraiment un show. Un show parce qu'il y aura des artistes qui vont prester et aussi il y aura des jeux tombola, tout ce qui concerne des activités socio-éducatives. Voilà en quelque sorte le concept qu'on met en place pour permettre aux jeunes qui aujourd'hui sont là à tourner les pouces, ne savent quoi faire de leurs vacances et pour pouvoir se retrouver une soirée, un après-midi au collège protestant de Lomé. Et Lomé-Tocoin, c'est le samedi 18 août que l'événement aura lieu. Oui, oui bien sûr. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour participer, n'est-ce pas, à cet événement? Oui, puisque en toile de mire, il y aura des jeux tombola, et des pieds à gagner. Et aussi, n'oubliez pas un billet d'avion et des bourses d'études à gagner.
Donc la participation est à 5 000 francs pour tout jeune qui voulait participer à ces manifestations. Et j'invite les parents, parce que les jeunes n'ont pas, les enfants, les élèves n'ont pas les moyens, c'est plutôt les parents qui doivent souscrire, inscrire leurs enfants à la participation, et il y aura un jeu tombola qui permettra de tirer au sort celui qui va gagner le billet d'avion et ceux qui vont gagner des bourses d'études. Alors la cible, c'est vrai que c'est les jeunes, mais il y aura forcément une fourchette d'âge. Oui, de 13 jusqu'à 27 ans ou 28, mais y compris même, parce que aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, on ne trouve plus des grands gaillards derrière, comme nous l'avions connu à notre époque. Donc déjà 20 ans ou plus, vous êtes déjà à l'université. Et donc, la fourchette, c'est de 13 à 20, voire 25 ans. Alors, parce qu'on estime que pendant les vacances, les enfants ou les jeunes s'ennuient beaucoup, qu'on a organisé cet événement? Pas forcément, parce qu'on les voit déambuler partout. Mais aujourd'hui... il s'agit de les caser quelque part. De les caser quelque part. Pour retirer quelque chose de leurs vacances. De leurs vacances, et se fixer des objectifs en partageant avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les modèles de réussite et leur parcours. Pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas aussi facile que ça, et comment cette dame-là, Igé, a pu arriver à ce sommet, et quels sont ses parcours. Bon, elle est disposée à partager sa vie, avec son expérience avec les jeunes, pour que ne pense pas que tout est facile dans la vie. Igé Olatokombo. Olatokombo, oui. Ah, d'accord, c'est un modèle de réussite. Oui, un modèle de réussite. Pour les jeunes. Non, pour l'Afrique tout entière, puisqu'elle représente un maillon des Nations Unies au Togo depuis longtemps, et on l'a connue avec HCDH. Aujourd'hui, elle est à la désarmement, centre de désarmement et autres là. Donc, c'est un pion je le pense, de la diplomatie onusienne au Togo. Et bon, malgré qu'elle soit elle a eu sa formation dans une langue anglaise, et elle est nigériane, bien sûr, mais elle parle bien le français pour pouvoir partager son expérience avec nos enfants, et je pense que c'est une très bonne chose. Et je souhaiterais que les parents puissent adhérer à ce concept. C'est nouveau, et quand moi j'ai eu l'information, je dis que tiens, s'il y a des initiatives comme ça, pourquoi ne pas les accompagner? Très bien. Alors le ticket est à 5 000 francs CFA, c'est-à-dire pour participer à cet événement, il faut payer un ticket de 5 000 francs CFA disponible au 90, voilà. 65, 78, 78. Et c'est à ce niveau seulement que vous pouvez trouver le ticket. Et c'est à Tex, qui se trouve sur le boulevard de la Cara, et qui est à quelques mètres de 3K. C'est pas tout le monde qui connaît le boulevard de la Cara. Boulevard de la Cara, c'est la jonction entre Todman et Carrefour. Oui. Carrefour Village d'enfants, qu'on appelait 3K ou SOS Village d'enfants à l'époque. Oui, bien sûr. Et donc, le numéro à contacter, c'est le 90 65 78. Oui, les tickets ne sont disponibles que là jusqu'à présent. Ah, d'accord. Au niveau du bureau de Tex, c'est ça, en face du premier Copy Center. Avant CCP, en venant de 3K sur le boulevard de la Cara. Oui, pour le mieux le situer, c'est l'entrée sud du campus universitaire de Lomé. Oui, là où il y a les bâtisses qui poussent comme des champignons. Là. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous, on va tout à l'heure revenir sur l'actualité politique au Togo. 93.1 Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères, et nous allons ensemble analyser l'actualité politique du Togo, puisque nous connaissons le verdict de l'avenir, si on peut le dire, l'avenir politique du Togo. Depuis hier, la fameuse feuille de route a été rendue disponible par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors, pour donner un aperçu quand même à nos auditeurs sur ce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a déclaré hier par rapport à la situation socio-politique au Togo.
La conférence a examiné le rapport présenté par les deux facilitateurs, Nana Akufo-Addo et professeur Alpha Condé, dans le cadre du mandat qui leur a été confié par la conférence en date du 14 avril 2018. Le sommet a félicité les deux facilitateurs et noté avec satisfaction les progrès et les acquis qui ont été enregistrés. La conférence se félicite de l'engagement des parties prenantes à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution durable de la crise. À l'issue des échanges, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a convenu de ce qui suit. Au point 38 maintenant. Elle encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. La conférence des chefs d'État condamne tout recours à la violence, notamment l'usage d'armes réservées aux forces publiques, et appelle les citoyens les ayant dérobés au cours des manifestations à les restituer aux autorités compétentes. Elle appelle par la même occasion les acteurs politiques et la société civile de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien d'ordre, de préservation de la sécurité des biens et des personnes. La conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. Invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. La recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. D. Le renforcement du processus électoral. La conférence des chefs d'État recommande l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ces réformes seront soumises aux consultations électorales. La conférence se réjouit des dispositions envisagées par le gouvernement togolais dans la préparation, l'organisation et le déroulement d'élections transparentes, crédibles et inclusives à travers notamment l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables. La possibilité pour les Togolais vivant donc à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections législatives, des élections nationales. Le déploiement des observateurs électoraux. La conférence félicite l'opposition pour son esprit d'ouverture et son sens de la responsabilité et d'avoir souscrit au dialogue pour la satisfaction de ses revendications. Elle invite toutes les parties à s'inscrire dans le strict respect de la Constitution. La conférence des chefs d'État salue la volonté d'ouverture et de dialogue permanent du président de la République togolaise et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Elle a également demandé à la commission de la CEDEAO d'apporter son appui et son expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections. La conférence renouvelle son soutien aux 2 facilitateurs de dialogue intertogolais et leur demande de poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo et de lui rendre compte lors de sa prochaine session. La conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants de facilitateurs de la majorité au pouvoir, de la coalition de 14 partis de l'opposition, de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes décisions. Elle instruit la commission de la CEDEAO de poursuivre son soutien
aux facilitateurs. Voilà donc la feuille de route de la CEDEAO telle que évoquée hier en la 53e session donc, de chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Joseph Gada, quand vous écoutez ces recommandations, qu'est-ce que cela vous dit? Non, je pense que hier soir, c'était tous les Togolais étaient sur le soif. On dirait que c'est le résultat présidentiel qu'on allait proclamer. Puisque à partir de 18h, quand la feuille de route ne sortait pas, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Joseph, comme tous les Togolais, je pense que c'était une entente personnellement qui a été comblée hier soir après la lecture de ces recommandations sur 18 points. Parce que quand vous prenez la crise sur la situation sociopolitique au Togo, de toutes les recommandations, que ce soit pour, je vais parler des recommandations générales, oui, que ce soit au niveau de la Gambie ou de Guinée-Bissau, le Togo a pris 18 points. Alors, ça veut dire que c'est si fondamental ce qui s'est passé. Oui. Et il faudrait que les sages puissent s'asseoir et réfléchir pour nous donner ce qui est potable. Alors, la feuille de route, quand je l'ai lue en long et en large, je pense que ça regroupe toutes les préoccupations des uns des autres, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile. Je pense que pratiquement toutes les recommandations ou bien toutes les préoccupations sont quand même insérées. Et au-delà des préoccupations des uns des autres, oui, nous avons vu qu'il y a de nouvelles recommandations en ce qui concerne la mise en place d'un comité de suivi, qui est quelque chose de nouveau. Et peut-être il y a quelque chose sur lequel les gens ne parlent pas, c'est la reconstitution de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, la fixation d'une date pour les élections législatives. Et je pense que au-delà de tout, nous n'avons plus une feuille de route qui souffre des interprétations des uns des autres. Tout est clair. Tout est clair, limpide. C'est-à-dire que même cette fois-ci, la CEDEAO n'a pas embelli les choses. Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Un élève de la classe de CP, de C1, quand vous lui donnez, il pense qu'il peut lire tranquillement et il ne va plus et comprendre. Donc, merci beaucoup, Jules Gada. Tchakala Alero, qu'est-ce que vous pensez? Je reçois d'ailleurs d'abord votre avis sommaire sur la recommandation. On reviendra sur les détails maintenant. Non, je crois que, comme l'a dit quelqu'un, que nous vivrons une autre situation dans le pays à partir du 1er août. Nous y sommes. Et je crois que la CEDEAO s'est penchée comme il se doit sur la question togolaise, ce qui a toujours miné l'entente entre les acteurs politiques. Oui. Et des pas de très grandes avancées ont été réalisées. Et comme l'a dit mon confrère tantôt, il n'y a pas eu de mots qui ne soient pas compréhensibles à tous ceux-là qui désirent effectivement jouer à cette sincérité, à comprendre les choses telles qu'elles ont été rédigées. Il n'y a pas de mystère, aucun mot ne cache un mystère. Et c'est une grande étape, c'est une étape c'est une victoire d'étape pour les acteurs togolais, politiques togolais, pour même le peuple togolais. Parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi clair et net. Les chefs d'État ont pris leurs responsabilités et il appartient maintenant à ceux-là qui ont toujours tiré la situation togolaise vers le bas de jouer leur partition. Isidore Akolor, ce matin, vous, dans votre journal, vous estimez que la montagne a accouché d'une souris. Oui. Pour caricaturer la recommandation de la CEDEAO. Et plus loin, c'est que la C14 a été tournée en bourrique parce que toutes leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Le mot d'ordre de rassemblement, c'est de revenir à la Constitution de 1992. Et le vote de la diaspora, oui. Et aussi c'est ajouté la mise en place d'une transition. Mais quand vous parcourez tous les points, ça n'a pas été évoqué. Je me dis que l'essentiel même du débat ou des points
le point de la discussion entre le pouvoir et l'opposition n'ont pas été prises en compte dans cette déclaration. Voilà, je suis sceptique et je reste dubitatif d'une sortie prochaine de la crise togolaise. Vous ne croyez pas à une sortie de crise? Non, je ne crois pas. Olivier Adja, quel est votre avis quand même sur cette décision sortie, ces recommandations sorties par la CEDEAO? Non, mais il faut tirer chapeau à la CEDEAO. Parce que ces décisions, quand on les prend à froid et quand on lit ces recommandations, on sent que l'organisation est sortie indemne de la situation togolaise. Et en tout cas, je crois qu'il faut saluer ces propositions et recommandations. Si on lit bien ces recommandations, on se rend compte que chaque camp, donc, il trouve pour son compte. C'est-à-dire, c'est ceux qui voulaient. Aujourd'hui, la CEDEAO a coupé la poire en deux. Oui, et c'est ce qui est sage. Parce que ceux qui attendaient ou ceux qui voulaient que la CEDEAO vienne leur donner une victoire qu'ils n'ont pas pu obtenir dans la rue, et ce n'était pas possible. C'est-à-dire, le départ immédiat ou du moins l'interdiction à un candidat de se présenter à l'élection présidentielle prochaine, c'était, je crois, le point de mire d'une partie... Le point d'achoppement. Non, plutôt, c'est-à-dire l'objectif principal d'une partie de la classe politique togolaise. C'est-à-dire, les gens attendaient voir dans les recommandations de la CEDEAO cet aspect ou cette revendication être satisfaite. Ce qui, sous n'importe quel cieux, ne pourra jamais donc advenir. Donc, je crois que la CEDEAO a fait l'effort de prendre une grande partie des revendications de la coalition donc, et des 14 partis, mais aussi de répondre favorablement à un certain nombre donc, de revendications du parti au pouvoir. Très bien. Merci. Je voulais quand même donner aussi la parole, puisque j'ai dit qu'on aura aussi des confrères au téléphone avec nous. Il y a Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative, qui est au téléphone avec nous. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Alors, le verdict de l'avenir politique du Togo, je le disais, a été donné hier. La CEDEAO s'est prononcée sur le sujet. Dans l'opinion, que de commentaires en studio. D'ailleurs, les confrères ont commencé par le faire. Comment est-ce que vous analysez globalement déjà ces recommandations de la CEDEAO, Ferdinand? Oui, de manière générale, je crois qu'il n'y a rien de surprenant. C'est juste ceux qui étaient un peu naïfs, qui ont eu peut-être ce matin le réveil difficile. C'est clair que la CEDEAO, le médecin CEDEAO, son ordonnance n'allait pas vraiment guérir le mal togolais. Et donc, on n'a pas été surpris que on ait eu la tournure de cette feuille de route-là. Oui. On dirait même que ce communiqué a été rédigé par la diplomatie togolaise ou le régime, parce que quand vous voyez l'ensemble des points de ce communiqué ou de cette feuille de route, il n'y a rien particulièrement, rien de nouveau. On dirait du réchauffé de tout ce qu'on a eu par le passé. Donc, on ne s'attendait pas à grand-chose, et donc pour nous, à l'alternative, c'est rien de surprenant. Alors, c'est vrai, vous dites que ce n'est pas surprenant. Pour vous, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en lisant ce communiqué final de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, que c'est le pouvoir en réalité qui s'en sort gagnant, Ferdinand? Oui, tout à fait. Et lorsque l'opposition va dans ce genre de négociations en position de faiblesse, et ça, je l'ai toujours dit, lorsque vous mettez sous éteignoir le seul moyen de pression que vous avez, c'est-à-dire les manifestations, et que vous allez dans des négociations avec un régime aussi militarisé, vous ne pouvez rien obtenir. Et ça, c'est de bonne guerre. Et les systèmes comme les nôtres ne lâchent du lest que lorsque ces systèmes sont acculés. Et je ne vois pas pourquoi le régime allait céder du terrain alors qu'il n'y avait aucune situation dans le pays qui le mettait en difficulté. Je parle des manifestations naturellement. Et puis les chefs d'État de la région ne pouvaient pas non plus aussi dire au régime de céder du terrain alors que rien ne se passe visiblement dans le pays et que celui qui incarne le régime n'est pas véritablement en difficulté. Et donc, on voit bien que sur l'ensemble des points qui ont été listés, je l'ai dit tantôt, c'est du réchauffé. Tout ce que vous lisez, la réforme de la Cour constitutionnelle,
CENI et tout machin, tout ça, on a connu ça en 2006. On a connu ça avec l'APJ en 2006. Rappelez-vous, il y avait un membre de l'UFC qui a intégré la Cour constitutionnelle en 2006, à la personne de Baby Olympio. Il y est resté pendant des années. On a même organisé des fraudes, des élections frauduleuses en 2010. Après, il n'a rien dit. Il est resté là-bas jusqu'à ça, moi, profitant des avantages. Et donc, ce schéma-là, le nombre de la Cour constitutionnelle, CENI paritaire, c'est un vieux schéma qu'on a déjà essayé depuis des années. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. En plus, quand vous lisez bien le communiqué, vous voyez très bien que le pouvoir s'en sort bien. On dit d'aller faire les réformes à l'Assemblée, à défaut par voie référendaire. Ça veut dire que la position du pouvoir est passée comme une lettre à la poste. C'est pour ça que je disais, on a l'impression, le sentiment que c'est le régime de Lomé qui a écrit ce communiqué. Et cela se comprend. Cela se comprend parce que c'est le système, c'est le régime de Lomé qui tenait la présidence de la CEDEAO. C'est quand même complexe dans ce genre de situation. C'est le Togo qui a élaboré l'ordre du jour. C'est le Togo qui a eu l'initiative de donner la parole dans la salle. Et quand vous voyez bien l'ordre du jour, vous voyez que le dossier concernant le Togo était mis jusqu'à la dernière position. Même le Mali est passé avant nous. Donc c'est le Togo qui a organisé tout ça, qui a donné la parole, qui a influencé les débats. Mais avant même le sommet, le régime a envoyé, tant bien même que Pogna Simbia, le président de la CEDEAO, le régime a envoyé ses émissaires auprès de certains chefs d'État pour aller s'assurer de leur soutien. On ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Pendant ce moment, l'opposition n'a envoyé personne nulle part. C'est ça aussi le problème de notre opposition, le lobbying, la diplomatie. L'opposition aurait pu envoyer des gens au Burkina pour voir peut-être au Cameroun, au Niger, au Sénégal, au moins transmettre à ces chefs d'État qui ne sont pas directement impliqués dans la médiation un certain nombre de documents pour les informer de l'état de la situation. Parce qu'en réalité, c'est les chefs d'État qui décident, c'est le huis clos des chefs d'État qui décident. Bien sûr. Et donc, si certains ne sont pas informés à juste titre, c'est normal qu'ils suivent le groupe. Et donc, voilà ce qui s'est réellement passé. Le régime qui savait comment ce genre de choses se passent, a quand même envoyé. On a vu Barra faire le tour, les Ricky Amadou faire le tour de certains chefs d'État. Et donc, voilà, on est dans une situation où on nous sert des anciens plats qu'on a réchauffés. Donc, pour nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La montagne n'a même pas accouché d'une souris, et c'est moins que ça. Alors, Isidore dit que la montagne a accouché d'une souris. Vous dites qu'elle n'a même pas accouché d'une souris. Alors, vous semblez dire que le pouvoir est celui qui en sort gagnant. Ça veut dire que la coalition de 14 a perdu ce bras de fer qu'elle a engagé depuis une année maintenant avec le pouvoir. Hein? Oui, elle s'est mise en difficulté depuis qu'elle a suspendu les manifestations. Et elle a suspendu les manifestations parce que c'était la seule arme qu'elle avait pour contraindre le pouvoir à reculer. À partir du moment où elle avait suspendu, elle avait remis cette arme-là dans le placard, le pouvoir a repris du poil de la bête. Vous savez, les régimes de ce genre ne cèdent que lorsqu'ils sont sous pression, lorsqu'ils sont en difficulté. Mais lorsque le régime n'est pas en difficulté, ne pensez pas un seul instant qu'ils vont céder du terrain. Donc, la coalition, la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir de cette conférence, c'est peut-être la présidente Bouhari à la tête de la CEDEAO. Elle pourra peut-être continuer à réajuster certaines choses et voilà, et à revoir un certain nombre de choses qui sont listées dans la feuille de route, mais globalement, c'est pas très bon, c'est pas bon et à cette étape-là, c'est pas bon pour l'opposition et on aurait pu peut-être éviter tout ça si on s'était pris très tôt, on s'était mieux organisé. Alors, un dernier élément, Ferguin, avant de vous laisser, c'est par rapport à la date du scrutin, une date telle que fixée par la CEDEAO, la législative programmée au 20 décembre prochain. Vous pensez que c'est tenable aujourd'hui? Il faut craindre beaucoup de blocages. Je ne sais pas si cette date est tenable. J'espère qu'on ne viendra pas nous dire aussi que c'est une date indicative. Mais par rapport à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, le fichier électoral, la CENI et tout ça, il faut craindre qu'il y ait des blocages. Maintenant, la peur qu'il y a dans tout ça, ou au-delà de tout ça, c'est la cohésion même de la coalition. Parce que vous savez que depuis un certain moment, la coalition elle-même était dans des soucis internes où certaines initiatives n'étaient pas approuvées par d'autres. Maintenant qu'on agite le chiffon des élections, est-ce que ils vont tous s'organiser en bloc pour aller aux élections? Est-ce que certains diront nous ne sommes pas concernés par les élections, d'autres diront qu'on ira aux élections?
et à quelles conditions. Donc, il faut craindre pour la cohésion même de la coalition. Donc, moi, je pense que, nous pensons à l'alternative, que cette date du 20 décembre, elle est peut-être indicative. Si on arrive à mettre rapidement en place les réformes dont il s'agit, ce dont je doute, on pourra peut-être tenir l'échéance, mais je crains fort qu'il y ait énormément de blocages et qu'on ne s'en sorte pas. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'accord, si je m'en souviens bien, l'accord cadre de Lomé, pas l'accord politique global, l'accord cadre de Lomé à l'issue des élections de 98 qui ont été traficotées par Yadema. Et après, il y a eu un dialogue et puis Chirac est venu à Lomé ici. Rappelez-vous, il y a eu un comité de suivi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas dirigé par, c'était pas supervisé par la CEDEAO ou une quelconque institution, mais il y avait des chefs d'État qui étaient garants de tout ça. Mais ce comité de suivi n'a jamais travaillé parce que le quorum de décision était toujours bloqué par les gens du régime. Donc, quand vous revoyez un peu l'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays, tous les dialogues qu'on a eus, vous voyez que ce qu'on a eu hier, c'est rien de nouveau. C'est des anciennes formules qui n'ont jamais prospéré. Et donc, bien. Nous, on craint que ce n'est que du temps perdu. Et puis, bon, voilà. Et ça permettra au régime de souffler un peu, mais peut-être pas longtemps, parce que si l'opposition arrive à mieux s'organiser, elle pourra rebondir. Mais est-ce que la classe politique telle qu'on la connaît aujourd'hui tire les leçons de ces faux pas ou accepte la moindre critique pour mieux faire? Vous voyez des gens qui sont sur la scène depuis 27 ans et qui sont là je ne sais pas, à proposer toujours les mêmes choses face à un pouvoir qui est aussi sclérosé. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien que le pouvoir est sclérosé, autant l'opposition aussi l'est, et qu'on n'arrive pas à avancer visiblement. Et c'est ça qui est dommage. Très donc, bien, pour résumer, ce qui s'est passé hier, c'est rien de nouveau. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On sent un brin de déception quand même dans votre langage. Écoutez, Ferdinand, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne émission. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée aussi. Quand Ferdinand parlait, je vous regardais un petit peu, Tchakala, vous ne semblez pas être d'accord avec lui. Dans cette bataille, l'opposition n'a pas perdu. Non. Les critères évoqués par mon confrère Ferdinand Ité, c'est vrai, il a une part de vérité, mais pas la vérité absolue. Et vous n'allez pas nous dire que non, tout a été remis dans les mains du pouvoir pour que le pouvoir en fasse comme bon lui semble. Non, il y a eu des avancées significatives. C'est vrai, il y a deux partis qui sont en conflit. Et vous pensez que tous ces illustres chefs, même si à un moment, la mobilisation a faibli, entre-temps les gens ne battaient plus les pavés, mais on a eu quand même à écouter des gens. Et je crois, en toute sincérité, et même des voix plus autorisées que la mienne, ont eu déjà à se prononcer sur les pas réalisés. L'opposition ne sort pas perdante. Il y a des choses qui ont été réalisées. Quand on parle du vote de la diaspora, quand on parle de la recomposition de la le vote de la diaspora, il nous semble que cette question est déjà prise en compte par le code électoral. Non, pas encore. Pas encore. Vous avez le code électoral de 2012. Et il y a le vote de la diaspora qui est dans le code électoral. Maintenant, il y a un comité de suivi. Oui, on est d'accord. Le vote de la diaspora est déjà pris en compte par le code électoral depuis 2012. C'est maintenant qu'on verra un peu les gens s'ils vont afficher leur bonne foi, leur sincérité. Parce que on a toujours eu à réaliser des choses. Quand on prend l'accord politique global, quand on prend les accords antérieurs, c'est vrai. Ça semble se ressembler. Mais maintenant, il y a eu quand même des garde-fous qui ont été posés. Et je crois que celui-là qui doit peut-être craindre dans cette atmosphère, dans cette nouvelle atmosphère, c'est plus le pouvoir que l'opposition. Le pouvoir, sinon les préoccupations de l'opposition ont été prises en compte à plus de 80%. Vous estimez que l'opposition n'a pas perdu dans cette bataille? Quand certaines... Elle réclamait le départ de Faure Gnassingbé. Non. Elle réclamait la transition. Rappelez-vous. Non, la transition. Elle réclamait le retour intégral de la Constitution de 1992. Et vous, aujourd'hui, quand on fait le compte en réalité, est-ce que l'opposition a eu tout ça? Non, mais vous voulez... Il a gagné un peu, il a perdu un peu. Oui, absolument. Mais l'opposition a eu ce qu'il lui faut pour quand même se réarmer et marquer son territoire. Si l'opposition arrive un peu à se réorganiser,
je crois qu'il y aura des choses qui vont se réaliser sur le terrain. Surtout que ça ne serait pas le pouvoir qui va gérer les réformes. Il y a la commission de la CEDEAO, il y a même les facilitateurs aussi qui auront leur droit de regard par rapport à ce qui est fait. Donc, moi, j'estime que dire que non, l'opposition a perdu le bras de fer qu'il a engagé contre X ou Y, ça participerait peut-être à démobiliser les foules. D'accord. Et moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Je vous donnerai la parole sur vous, Isidore. Olivier, sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas un perdant et un gagnant dans cette affaire? Non, je ne crois pas. On ne peut pas dire, donc, après ces recommandations de la CEDEAO, qu'une partie a gagné sur une autre. Et c'est là que je saluais, dans ma première intervention, le tact et la diplomatie de la CEDEAO, la sagesse donc, des présidents de la CEDEAO, parce qu'ils sont arrivés donc, à couper pratiquement la poire en deux et à faire plaisir pratiquement à tous les camps. Celui qui gagne aujourd'hui, peut-être ce ne sont pas les partis politiques ni les deux camps, mais c'est le peuple. Parce que le peuple, toujours, la majorité a réclamé... On aura réussi à préserver la paix, c'est ça? On aura d'abord réussi à préserver la paix parce que une aventure qui consistait à faire partie, le chef de l'État actuel, donc avant son mandat, poserait peut-être problème. Peut-être aussi trancher la question de sa candidature en 2020, aujourd'hui, et publiquement, poserait aussi problème. Donc, je crois que dans l'ensemble, la CEDEAO a su faire un jeu pour satisfaire toutes les parties. On a dit donc, dans les recommandations que les discussions vont continuer. Et au niveau diplomatique, on ne sait même pas ce qui s'est dit entre les chefs d'État et le Togo. Donc je crois que brandir aujourd'hui le fanion donc de victorieux et aucun camp dans un camp comme dans l'autre. Aucun camp ne peut prétendre à cela. Seulement ce qu'il faut peut-être ce qu'il faut noter et regretter un peu, c'est le temps qui a été perdu, parce que quoi qu'on dise, on aura finalement perdu du temps pour rien du tout. Beaucoup, puisque quoi qu'on dise, le 5 septembre, si ce n'était pas la tension qui était donc là en ce moment, on aurait pu peut-être aller à l'essentiel de ces réformes, puisqu'il y a des réformes qui ont été proposées. La question aujourd'hui de la périphrase ou de cette phrase qu'on dit en aucun cas, et la question de la rétroactivité, il faut pas oublier que ça n'a pas aussi été résolu par la CEDEAO. Oui. Donc, mais la CEDEAO a parlé des réformes soit par deux voies, la voie parlementaire ou la voie référendaire. Donc, il faut être sûr que est-ce que justement ce n'est pas à ce niveau où certains pensent que c'est le pouvoir qui s'en sort gagnant? On retourne à l'Assemblée nationale, excusez-moi, on va à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, s'il n'y a pas ce bout de phrase, en aucun cas, dans le texte, l'opposition va bouder. Et le pouvoir à lui seul n'a pas le quorum pour opérer les réformes politiques à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui lui restait, c'est le référendum. Oui. Est-ce que ce n'est pas à ce titre qu'on dit que c'est le pouvoir qui s'en sort gagnant? Non, je ne crois pas du tout. Parce que la question aussi, c'est sur les questions électorales. Non, oui, c'est une question électorale, mais on ne peut pas dire que le pouvoir s'en sort gagnant dans ces cas. Parfait. On est en présence de deux camps. Et à la fin, la CEDEAO dit que lorsque vous ne vous attendrez pas, il faut utiliser une voie, donc la voie référendaire. Donc je crois que lorsqu'ils vont arriver... Ça, ils vont toujours le champ du pouvoir. Oui, mais l'opposition n'était pas aussi opposée au référendum. Si. Non, l'opposition n'était pas opposée au référendum, mais était opposée à ce que le contenu, de la proposition ou bien de la question qui sera posée au peuple soit revu et corrigé. C'était la position de l'opposition. Isidore Akolo. Non, moi je pense que il faut pas se voiler la face. Les chefs d'État de la sous-région ont ménagé Faure Gnassingbé sur toutes les lignes. Aucune préoccupation du peuple n'a été prise en compte par cette déclaration. Le peuple a demandé des choses. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Bon, vous parlez tantôt du vote de la diaspora. Oui. Je vous relis la phrase là. La possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger. La possibilité. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est la possibilité. Moi, je rappelle juste que le code électoral de 2012 mentionnait le vote de la diaspora. Je n'en dis pas. Je vous le dis. Mais ici, on parle de possibilité. Mais tout dernière,
Mais la possibilité, si le gouvernement dit que bon, pour telle raison, ce n'est pas possible, donc on va l'écarter. On connaît le comportement de ce régime. C'est pourquoi je me dis que laisser cette latitude au gouvernement, à ce régime de décider, je crois que l'opposition a perdu sur toutes les lignes, auront le courage de le dire. Mais non, je vous donne la parole d'abord à Joseph Gada. C'est la possibilité pour cette Et autre chose, on parlait tantôt de quoi là, du mot de révision de cette constitution. Mais il y a une phrase qui me peine. On dit au cas échéant, dans ce communiqué, on parle de cas échéant. Et cas échéant, ça veut dire que si ça réussissait. Oui. Mais c'est ça, on parle français. Non, là, on parle français. On parle français. Je pense que le test a été mal écrit. Le test a été mal écrit. Moi, j'ai eu trop de problèmes hier à comprendre ce test-là. Sur ce volet, bon, peut-être que la compréhension telle que voulait donner la CEDEAO n'était pas quand même juste. Bon, ça, c'est juste un... Non, c'est qu'on va pousser les gens tôt ou tard à aller à ce référendum avec les mêmes choses vont revenir. La même proposition c'est-à-dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé fera la même proposition à l'Assemblée nationale. Il n'aura pas le quorum. Ne voit pas le quorum. Le pouvoir sera obligé d'aller au référendum. On va dire que bon, voilà, c'est la feuille de route de la CEDEAO. Très bien. Joseph Gada, est-ce que les points tels qu'évoqués par la CEDEAO ne contiennent pas en leur sein des blocages? Non, je pense que moi, je vais me rappeler encore... Comme disait tout à l'heure Isidore. Moi, je vais me rappeler d'une phrase de Monseigneur Bariga au sorti du dialogue Togo Télécom, où il disait on ne va pas à un dialogue pour sortir victorieux. On va à un dialogue juste pour faire des propositions. De même que lorsqu'on donne une recommandation, les recommandations ne sont pas obligatoirement à satisfaire les désirata de tout le monde. Donc, je pense que ce que la CEDEAO a dit, d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que ce sont les facilitateurs qui ont fait un rapport au chef d'État, au chef d'État et de gouvernement. C'est-à-dire que ce qu'ils ont eu quand même à entendre de tous les acteurs, que ce soit de la société civile, depuis le 19 février jusqu'à la dernière rencontre. Jusqu'à la dernière rencontre. Et c'est ce qu'ils ont produit. Alors, quand on voit tout ce qui est dedans aujourd'hui, avec les 18 points, mais quand on prend les réformes, je pense que la CVG aussi l'avait bel et bien dit, que d'aller à des réformes sans contrainte. La contrainte qui a été, qui a eu depuis le début de la crise, c'est parce que c'est le problème dans le coin qui est arrivé. Et aujourd'hui, mais ce problème n'a pas été résolu. Oui, non, un instant, la CEDEAO a fait fi de tout ça. La CEDEAO a dit, en comprenant la CEDEAO aujourd'hui, c'est que... Est-ce que ce n'est pas ça le danger? Non. La CEDEAO n'a pas arbitré. En quoi est-ce que ça constitue un danger? Non, ce que je voulais dire, les problèmes vont revenir. Le fait que la CEDEAO n'a pas arbitré le sujet là... Non, mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas... En réalité, c'est un arbitrage indirect. Non, le fait... Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Le fait de ne pas se prononcer sur la question, c'est déjà... En réalité, la CEDEAO a arbitré indirectement. En studio avec mes confrères Tchakala Alirou, Isidore Akolor, Olivier Adia et Joseph Gada, c'est vous qui avez la parole avant. Ah oui, je disais que aujourd'hui la CEDEAO a été trop sage pour ne plus faire intervenir ce propos, bien cette phrase de en aucun cas. C'est pour que rapidement les Togo puissent aller rapidement aux réformes. Oui, mais si on ne l'a pas fait aujourd'hui, ça veut dire que ça constituerait encore un élément de blocage demain. Non, c'est pour cela que les discussions vont se poursuivre et surtout avec la mise en place de ce comité de suivi. De suivi. Et ce comité de suivi serait composé de qui? Il y a les facilitateurs, il y a les membres du MDC14, il y a même le pouvoir. Je pense que... il y a la commission de la CEDEAO. Il y a la commission de la CEDEAO. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons toutes les garanties, du moins l'opposition a toutes les garanties pour pouvoir tout réclamer. Mais ce que moi je l'avais dit depuis un certain moment, que cette phrase, il vaut mieux que les constitutionnalistes, que ce soit du Togo ou bien de la CEDEAO, puissent réécrire juste en enlevant le fameux propos en aucun cas, pour que la phrase soit une phrase vraiment consensuelle et adaptée à tout le monde. Maintenant, au-delà de tout, je pense qu'on peut jouer à la voie diplomatique en disant non, que les recommandations, c'est le peuple togolais qui a gagné. Mais au fin fond, quand vous lisez bien les recommandations, vous voyez que c'est l'opposition qui en sort plutôt gagnante.
avec, moi, il dit 80%, mais 90%. Parce que les réformes que l'opposition a demandées, ça a été inscrit. Le vote de la diaspora, quoi qu'on dise, c'était inscrit. Vous vous rappelez très bien que l'opposition même a demandé que l'armée agit trop, l'armée muscle trop ses militaires. Et vous vous rappelez que dans les recommandations, on a fait cas de l'armée, on a parlé du professionnalisme de l'armée. Vous vous rappelez dans les recommandations. Mais l'opposition a réclamé aussi le découpage électoral, le fichier électoral. Oui, ça c'est des réformes politiques oui, pour les élections. Oui, mais c'était inscrit. Oui, toutes ces réformes ont été inscrites. Mais au-delà de tout, mais l'opposition aussi a demandé que l'accompagnement de la CEDEAO. Est-ce que dans les recommandations, on ne voit pas l'accompagnement de la CEDEAO? Mais pire encore, comme je l'ai dit, c'est le comité de suivi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'opposition est conséquente, si les gens sont sages, et sachant très bien que tout ce qu'ils ont déjà fait durant les 1 an, jusqu'à présent, on n'a pas un résultat adéquat, c'est parce qu'à un certain moment, les gens s'en tiennent toujours à leur ego. Et l'ego là, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut que Fagnan Sebe quitte. Il faut que la transition ait lieu. C'est ça la déception en réalité de ceux qui sont au niveau de l'opposition, qui sont déçus aujourd'hui. Ah oui, je dis, dans les 15... Ils pensaient avoir le départ du chef de l'État, à défaut avoir un gouvernement de transition. Non. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu, ils sont déçus, c'est ça? Ah oui, non, pour le moment, l'opposition n'est pas encore sortie pour savoir si l'opposition, si elle est déçue ou pas. Vous avez les grands oreilles aussi. Vous écoutez depuis hier soir. On écoute les réactions, on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Pour conclure, moi je pense qu'aujourd'hui, l'opposition doit faire valoir de la sagesse. La sagesse demande aujourd'hui que tout le monde aille à une table et autour de cette table, que les décisions politiques, les décisions qui ont été prises hier soient quand même mises en œuvre. Il n'y aura pas grand chose que ça. Mais je pense que si, ou bien au cas où nous-mêmes, nous ne voulons pas quand même demander à la sagesse de venir, n'oublions pas que les sanctions vont tomber. Les sanctions peuvent aussi tomber. Pour l'instant, ces recommandations de la CEDEAO ne sont pas assorties de sanctions. Peut-être qu'à la prochaine rencontre des chefs d'État, on verra ce qui va y advenir. Non, je voulais rebondir juste sur deux aspects du développement de mon confrère. Il dit qu'il faut reformuler cette phrase en aucun cas qui gênerait. Mais moi, je ne pense pas que cette phrase puisse gêner. Si ça n'a pas gêné un certain Yadema en 92, qui s'enorgueillissait à l'époque, disait que cela suppose que après moi, personne ne peut plus régner sur le Togo. Donc, et il a demandé aux gens d'aller voter. Je ne vois pas en quoi ça va gêner Fagnan Sebe aujourd'hui, qui a fait puis a déjà fait 3 mandats. Oui. Et en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Je ne vois pas en quoi ça gênerait. Autre chose, on parle de comité de suivi. Allez poser la question à J-Christ Olympio. Après leur accord, il était le président de ce comité de suivi qui n'a jamais opéré. Est-ce qu'il a travaillé? Mais c'est ce que je dis. On se connaît au Togo. Ce comité ne restera que sur papier. Et je ne veux pas aller dans un optimisme béat à croire que ce qu'on dit aujourd'hui sera appliqué. Ce n'est pas assez de qui avait pris la décision. Très bien. Merci beaucoup, Isidore. Oui, et Tchakala Aliro. Oui, je crois que nous n'allons pas nous substituer aux politiques, mais c'est des analyses. Nous sommes en train de mettre devant. Nous sommes dans le factuel. Nous sommes en train de mettre devant nos propres compréhensions de cette feuille de route. Vous savez, ce beau monde qui s'est retrouvé au niveau de l'hôtel du 2 février, c'est que le Togo est une entité pas négligeable dans notre espace commun. Et que ce qui se passe ici risque, c'est toujours comme les philosophes le disent, que le battement d'un papillon au pôle nord peut basculer quelque chose au pôle sud. C'est vrai, nous sommes dans une entité. Et vous pensez que les antidotes que ces chefs d'État, cette institution est en train de donner au Togo va encore créer une certaine instabilité? Non, je crois que rien ne sera plus comme avant, quoi qu'on le dise. Rien ne sera plus comme avant. Le pouvoir n'aura plus le pouvoir grandement tracé pour faire ce qu'il a toujours su faire. Parce que quand on parle de l'appui technique de la CEDEAO par rapport à l'organisation des élections, c'est très profond. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'appui technique? Au niveau de la CENI, au niveau de la CENI, GTS ne sera plus là. Au niveau de la CENI, au niveau même de la CENI,
La CEDEAO peut avoir des représentants qui vont suivre les choses de très près. Non, moi je pose la question. GTS ne sera plus là. Mais c'est le gouvernement qui organise. C'est le gouvernement. On sait que GTS c'est une machine à foutre. C'est le gouvernement qui organise aussi les élections. C'est pas la CEDEAO qui organise les élections. Non, mais ça a déjà commencé. Non. Le gouvernement organise les élections, mais la CEDEAO accompagne. Ça a déjà commencé. C'est moi qui ai la parole. Vous me laissez parler. Chacun, vous avez la parole, allez-y. C'est vrai, c'est le gouvernement, mais nous sommes dans un cas spécifique, un cas qui sort de l'ordinaire. Et quand on dit que, par rapport aux élections à venir, le Togo bénéficiera de l'appui technique de la CEDEAO, c'est tout. Ça veut dire que la CENI sera mise au pas par cette commission-là qui sera regardant, qui verra tout, du début jusqu'à la fin, ce qui se passera. Pour que... Pourquoi est-ce que les chefs d'État ne nous disent pas clairement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent mettre dans les appuis techniques, pour que cela soit clair pour tout le monde dès à présent? On n'a pas encore fermé les choses. Les dialogues, les négociations, les facilitateurs sont encore là. On n'a pas levé leur mandat. Ça continue. Et même leur mandat a été renforcé aussi par la commission de la CEDEAO. Donc, moi, vous savez, ce que, au niveau du Ghana, on ne ferait pas pour alourdir encore plus l'atmosphère de la méfiance, on ne le ferait pas au Togo. D'accord. Non, nous ne sommes pas les niais. Alors, en tout cas, Olivier Adia, vous comprenez pourquoi est-ce que certains sont déçus? Oui, bien sûr. Tu sais, d'abord, et dans notre pays, nous, on est trop passionnés. Et notre passion prend parfois le dessus sur l'exigence, donc, qui est celle de mais prendre il semble du recul. aussi que la passion fait vivre. Oui, c'est un mais petit peu comme de l'espoir. parfois, ça induit beaucoup en erreur. Et on lit avec le cœur, alors, au lieu de lire avec la tête et les yeux. Si bien que notre cœur nous joue parfois des tours. C'est dans ce cas, et je salue l'attitude de la C14 qui n'est pas allée donc par toutes les déclarations sur les médias et voilà aux premières heures de la sortie de ces recommandations de la CEDEAO, mais qui a pris du recul pour réfléchir. Et j'espère qu'ils vont réfléchir dans le sens positif, dans le sens d'appeler leurs militants à s'attaquer plutôt au travail donc que la CEDEAO leur a confié, c'est-à-dire travailler à la refonte ou du moins à aller vers les réformes et aussi à organiser les élections qui sont à nos portes. Parce que j'estime que quels que soient les cas, on aura peut-être des élections en cette année. Parce que le chef de l'État l'avait dit, on ne l'avait pas trop cru, mais c'est en train de se dessiner. Donc chaque parti doit travailler d'abord à ce que la CENI, les commissions, la Cour constitutionnelle, toutes les structures qui entrent donc en jeu dans l'organisation des élections soient mises en place avec des représentants de l'opposition. Il faut aussi dire que le comité de suivi, en réalité, n'est pas composé de Togolais. J'ai dit que c'est un Togolais. Donc, aujourd'hui, on a internationalisé ce comité-là. Et là, il faut peut-être aussi faire confiance en cette communauté internationale qui est composée de plusieurs pays qui ne sont pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde que ce que les gens peuvent estimer en disant que non, ils sont plus penchés peut-être sur le pouvoir. Mais je crois qu'il y a des présidents qui comprennent aussi les revendications de l'opposition et qui les défendent. Aussi bien qu'il y a des présidents qui comprennent les revendications du pouvoir et qui vont les défendre. Alors, quel message aujourd'hui, pour avancer vite, quel message aujourd'hui la C14 va délivrer à ses militants? Parce que depuis 11 mois, bientôt 12 mois, on dit aux Togolais, écoutez, nous allons chercher Faure Gnassingbé du pouvoir. En tout cas, il n'ira pas aux élections en 2020. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. On dit, on veut la transition, le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, tout ça. Aujourd'hui, quel langage la C14 peut quand même délivrer? Je n'ai parlé qu'une minute, donc il me faut au moins 2 minutes pour terminer. Non, pas encore. Je me pose une question pour la C14 doit dire à ses militants d'abord, et j'ai la feuille de route, ou du moins les gains de l'opposition ici, elle doit dire plutôt à ses militants qu'elle est arrivée à obtenir le scrutin en 2 tours, elle est arrivée à obtenir le vote de la diaspora, elle est arrivée à obtenir la révision intégrale du fichier électoral, elle est arrivée à obtenir la recomposition de la Cour constitutionnelle, elle est arrivée à obtenir la supervision
des élections par la CEDEAO, elle est arrivée à obtenir les élections plutôt comme un suivi et un comité de suivi de la feuille de route, et que le pouvoir en face n'a obtenu que voilà la non, ou bien du moins cette phrase. Est-ce que dans votre élément de langage, Oui. on peut aussi parler de la défaite du pouvoir? Qu'est-ce que le chef de l'État a perdu ou le gouvernement a perdu dans cette affaire? Oui, le gouvernement a perdu. Parce que c'est bon de rappeler ce que la C14 a Le obtenu gouvernement a comme gain. perdu beaucoup de choses. Si j'étais à la place du gouvernement, j'ai une constitution qui ne limite pas mon mandat ou qui ne limite pas le mandat. Aujourd'hui, qu'on m'oblige à limiter le mandat, c'est déjà une grande perte. En fait, parce que Avec on quelle n'oublie pas formule? Quelle formule ou non. Avec quel effet? C'est-à-dire, Quel effet? quel effet ou non, de toutes L'effet les dépendant façons. de la formule. Non, mais quel effet ou non, de toutes les façons, supposons dans l'hypothèse où Fognan Sibé reste au pouvoir encore pour 2 mandats, j'ai dit l'hypothèse, ça veut dire qu'au moins on a l'horizon que dans 10 ans, il va quitter le pouvoir. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, en l'absence de toute réforme, il n'y a pas d'horizon. C'est-à-dire, en l'absence de réforme, il n'y a pas d'horizon. Donc, je crois que le pouvoir aussi a perdu cela, et c'est le gain que l'opposition qui revendiquait cela a eu. Mais je crois que c'est l'idéal aujourd'hui dans notre communauté, Oui. que les mandats soient limités, et le pouvoir l'a si bien dit dans son son projet de loi du 5 septembre dernier. Alors, Voilà. aujourd'hui, C'est le problème. parlant de la coalition de 14 partis de l'opposition, est-ce qu'elle n'a pas compromis finalement sa crédibilité aux yeux de ses militants? J'en sais absolument Non, rien. mais moi, Non, je- parce que ce qu'on a dit dès le Oui, début, les déclarations, promesses, les promesses qu'on sort aujourd'hui, dans l'opinion, nous on a eu le temps, on a pris le temps, comme vous, depuis hier soir, d'écouter des militants, de voir, de lire des choses sur les réseaux sociaux. La déception elle est grande. Non, je pense que la déception a été grande depuis fort longtemps. Ce n'est pas avec la sortie de la feuille de route. Déjà, quand vous voyez la mobilisation qui a affaibli à un certain moment, vous vous rendez compte que... Elle n'a pas faibli d'elle-même. Non, mais On l'a ça fait affaibli. faiblir. Nous sommes en politique. Non, on l'a fait faiblir. Donc, si vous voyez la mobilisation qui a affaibli à un certain moment, vous vous rendez compte que les gens, à un certain moment, disent mais on ne peut pas continuer, pas suivre des gens qui, à tout moment, entretiennent des flous par rapport à ce qu'ils cherchent. Les flous, je reviens là-dessus pour Les dire... écrans de fumée. Oui, je reviens pour le dire qu'un président qui est démocratiquement élu, qui est là, en place, vous ne pouvez pas dire de quitter le pouvoir à tout moment. Elle dit que d'abord, je ne sais pas comment le dire, mais elle dit que ça n'existe pas. C'est un rêve. Non, Que dites-vous de l'Afrique du Sud ou Zuma-Cho? Il ne faut pas là, généraliser vous avez les parlé choses. de l'Afrique du Sud. Il est dans son plein mandat. La constitution de Non, il ne l'Afrique- faut pas non, généraliser. non, la constitution de l'Afrique du Sud, vous le savez très bien. Eh oui, mais Le- je dis que ça oui. n'existe jamais au moins. Lui aussi, il a été élu par des gens, mais à un moment, on lui a demandé Mais de... le Burkina la fois Je dernière. pense que nous n'avons pas les mêmes choses ici au Togo. Mais mais il donc faut pas le Togolais n'y est quoi. Ah, d'accord, d'accord. Ben, ça a commencé depuis plus d'1 an. Nous avons vu ce que ça a donné. Alors, ce que moi je voudrais dire tout simplement, c'est que il faudrait qu'aujourd'hui la C14 puisse revenir à de meilleurs sentiments. Meilleurs sentiments, c'est-à-dire quoi? Nous avons les recommandations. Je l'ai dit qu'à 80% ou bien 85%, la C14, ça sonne toujours gagnante. L'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire pour que... quelle diplomatie? Jouer. C'est ça qui est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que la recommandation est faite, mais il faut encore des couloirs. Il faut passer par encore des diplomaties pour que quand même, au moins, les trois quarts de ces recommandations soient effectivement mises en œuvre. C'est ça l'essentiel. Mais alors, si on continue pas à faire la diversion, non, si on continue pas à faire la diversion, c'est-à-dire on dit non, il faut continuer pas à libérer les gens, les détenus. Oui, mais cette question, est-ce qu'elle n'est pas essentielle aujourd'hui? Oui. Il y a encore des Togolais qui sont dans les Mais géoles. comment est-ce que vous pouvez imaginer Est-ce qu'il ne faut pas les libérer? Parce Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer la que durant 6 CEDEAO mois a encouragé quand même le gouvernement togolais à poursuivre ces mesures de confiance Oui, poursuivre, c'est ça. et d'apaisement Oui, on en dit- libérant non, les gens. on dit Est-ce poursuivre. qu'ils seront libérés? Oui, mais on dit poursuivre. Ça veut dire que d'abord, quand vous voyez tous ces détenus, on parle de cinquantaine. Les gens n'étaient pas pris au même moment et à la même manière. Et je pense que, et ce que la CEDEAO a dit de très intéressant, c'est-à-dire que le gouvernement fasse son effort. Très bien. Son effort. On va avancer et parler de la date des élections. On n'a pas encore fait les réformes. La CEDEAO demande qu'on aille aux élections en décembre prochain. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un piège? C'est là où... Est-ce que c'est tenable? Je fais comme cela. Allez-y.
Je dirais pour reprendre un autre illustre médiateur que c'est une date indicative. Ah oui, non, sérieux. Non, pas ça. Vous savez, non, soyons réalistes. La CEDEAO est claire. Réaliste. Non, Tchakala, excusez-moi, mais la CEDEAO. Non, laissez-moi mener mon argumentation. Allez-y. Soyons réalistes. Vous savez, les réformes, bien que le Togo soit petit, bien que le Togo ne soit n'ait qu'un territoire de 56 600 km². Mais pour refaire la révision, le recensement, la révision électorale, tout ça là, c'est un temps fou. Vous pensez qu'en 5 mois, oui. En 5 mois. Parce qu'il s'agit de 5 mois aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une autre situation même qui vient se greffer. Vous pensez, si la CEDEAO met son regard en changeant, c'est pas avec deux phrases qu'on va aller à un référendum. Ça veut dire que la CEDEAO aussi mettra, parce que les points de litige, la CEDEAO essaiera de faire en sorte qu'il y ait un rapprochement des points de vue des deux protagonistes, le pouvoir et l'opposition, par rapport à ce qu'on va soumettre au peuple. On a tellement d'argent pour faire un référendum et quelques semaines après aussi aller à des élections législatives. Non, soyons sérieux. Référendum, je suis sûr et certain qu'on ira au référendum. Qu'on ira au référendum. Parce qu'au niveau de on ira au référendum avec quel fichier électoral? Oui, c'est ça, tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là, le recensement, ça ne se complique pas, messieurs. Non, ça se complique. Le référendum, le recensement, oui. L'épuration du fichier électoral pour obtenir quelque chose qui soit fiable et qui soit consensuel au niveau de tout ça là. On ne le fait pas en 2 semaines, on ne le fait pas en 3 mois. Pour ramener cette confiance, il faut du temps pour épurer tout, pour que ce fichier-là soit quand même un fichier qui rassure tous les protagonistes. Et c'est pas en 5 mois qu'on va le faire. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle bataille qui va s'engager. Non, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Les élections législatives risquent même d'aller en 2019. C'est pas acquis d'avance. Quand je vois certains claironner, on ira aux élections le 20 décembre, non. C'est une date indicative. Bon, en tout cas, la CEDEAO n'a pas dit que c'est une date indicative. Non. Elle a été claire en demandant aux acteurs d'aller aux élections le 20 décembre 2018. Alors, et la date oui, mais bien sûr. Là, c'est pourquoi je rejoins Ferdinand Haïté qui disait que on a l'impression que ça a été rédigé dans les cellules de communication du pouvoir. Pourquoi le 22? Le 20. Le 20, pourquoi le 20 décembre? Bon, allez-y comprendre. Je voulais rester dans cette logique. Ce qui suppose que les réformes soient opérées et que le fichier soit épuré. Donc, ce qui suppose que dans 1 ou 2 semaines, l'Assemblée se réunit et on puisse opérer les réformes. Je veux rester optimiste aujourd'hui, au moins pour ces temps-ci. Je veux rester optimiste. Donc, dans 2 semaines, on arrive à régler nos différends. Mais pourquoi 2 semaines? Même la semaine prochaine? Bon, pourquoi non, dans 1 ou 2 semaines, je dis. Je donne encore dans 1 ou 2 semaines, puisqu'ils sont en vacances, il faut les convoquer. On peut les appeler à tout moment. On peut les appeler à tout moment et que le consensus puisse être dégagé. On trouve les 4/5e pour opérer les réformes constitutionnelles. Maintenant, il faut faire les réformes institutionnelles. Ça va prendre encore plus de temps. Revoir la CENI, où ceux qui l'ont boycotté puissent accepter d'y aller. Et revoir même les techniciens. Je parlais tantôt de GTS. Oui. Qui est contesté par une partie des acteurs. Retrouver quelqu'un qui puisse faire l'unanimité autour de la technicité des kits. Parce que, à ce que je sache, les kits sont déjà conditionnés par GTS. Et avec tout ce qui est entré dedans, parce que nous sommes en informatique, quand on met des données, des bases de données dedans, le résultat ne peut qu'être que ce que nous désirons avoir. Bon, voilà, je suis dans cette logique. Je me rappelle que Sangaré, le général Sangaré de l'OIF, était venu pour épurer le fichier électoral en 2015. Il disait que bon, pour le faire, il faut 5 à 6 mois pour que ce fichier soit
vraiment fiable. Peut-être que la formule reviendra que les acteurs se sont entendus, même si le fichier n'est pas fiable, d'aller à ces élections. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons encore tomber dans les travers. Donc, je ne sais ceux qui ont demandé que le 20 décembre, nous puissions aller à ces élections sans tenir compte de tout ce qui va précéder la tenue de ces élections locales et législatives et surtout le découpage électoral pour qu'on ne fasse pas des députés de seconde zone, que la logique d'une voix, un électeur puisse être appliquée sur toute l'étendue du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, pour être député dans une zone, il faut avoir beaucoup d'électeurs derrière soi et peu d'électeurs derrière soi ailleurs, dans une autre. Donc, c'est ça, si c'est ça la démocratie bananière que nous voulons instaurer au Togo, on attend de voir. Joseph Gada, je vous donne la parole. 20 décembre prochain pour législative. Franchement, est-ce que c'est tenable? Non, je pense que la CEDEAO... La conférence des chefs d'État, si elle est arrivée à prendre cette décision, c'est parce que des techniciens ont été consultés. Mais franchement... Non, je pense qu'au-delà même de la consultation des techniciens, vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques jours, la Cour constitutionnelle aussi est sortie et elle a fixé la date limite en décembre. Donc je pense que la CEDEAO ne viendrait pas quand même piétiner la constitution togolaise ou bien les institutions togolaises. C'est pour cela que, par sagesse... Non, mais il y a une crise dans le pays. Mais il y a une crise. Le Togo n'est pas un pays normal. Un instant. Attention. Il y a crise, d'accord, mais il n'y a pas encore un accord politique aussi. C'est ça aussi, c'est la différence. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui prend le devant pour pouvoir résoudre la crise togolaise. Donc, ce n'est pas encore un accord politique. Donc, la CEDEAO ne va pas quand même aussi piétiner pour le moment les institutions de la République. C'est pourquoi, en étant très sage, la CEDEAO a fixé la date au 20. Ça veut dire que les acteurs politiques peuvent s'entendre. Maintenant, c'est ce que je dis. Maintenant que nous avons un comité de suivi, maintenant que nous avons la CEDEAO, la commission d'action qui intervient, maintenant que nous avons les facilitateurs qui interviennent, je pense qu'avec tout ce monde maintenant, on peut s'asseoir autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, pour aller le plus tôt serait le mieux, pour qu'on aille à une élection quand même aussi consensuelle. Mais c'est vrai que moi, ce qui me pose tout le débat ici, c'est la position du vote de la diaspora. Si effectivement, je ne suis pas sûr, ou bien c'est là où la CEDEAO n'a pas été claire. Est-ce que ce vote-là serait effectif à partir des élections présidentielles ou bien à partir des élections législatives? Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on les exclue pour les législatives? Non, parce que, regardez, déjà là où nous sommes, nous avons 2 millions de la diaspora. Et où est le problème? Ah oui, attention. Il faut les consulter. Comment les recenser? Il faut les recenser. Comment les recenser? Est-ce que d'ici 5 mois, il faut les recenser? Maintenant, comment, où est-ce que le gouvernement va trouver de l'argent pour pouvoir faire le recensement? Maintenant qu'on se voit les bulletins. Non seulement ça, il y a beaucoup au niveau de la diaspora qui n'ont pas de carte identitaire, qui n'ont pas de carte consulaire, qui n'ont même pas de passeport. Les gens vont vouloir revenir rapidement pour en faire. Alors tout cela, comment est-ce qu'on va organiser? Donc je pense que c'est là où, personnellement, je dis, c'est les pays que ça fait partie des insuffisances de ces recommandations. Ah, là vous relevez les insuffisances de la recommandation de la CEDEAO. Heureusement. Oui, Olivier. Non, qu'est-ce qu'il faut... C'est complexe finalement. Hein, non, je crois que de toutes les façons, on a fait un très grand pas avec ces recommandations de la CEDEAO. Et il faut peut-être lancer un appel aux acteurs de laisser tomber nos erreurs du passé. C'est-à-dire les erreurs qui ont fait qu'en 2005, on pouvait faire les réformes, on ne les a pas fait. En 2010, on pouvait faire les réformes, on ne les a pas fait. En 2014, on pouvait faire les réformes, on ne les a pas fait. Ce sont des erreurs de petites phrases ou voilà, de rétroactivité. Il faut faire un effort pour obtenir des avancées au cas par cas. Et ne pas vouloir tout en gros. Parce que si nous voulons ici aujourd'hui entrer de plein pied en démocratie comme les États-Unis, on risque de se faire très mal. Ah d'accord bon? Oui, on risque de se faire très mal. Et pourtant, je vous donne la parole, excusez-moi. Et pourtant, tu utilises le iPhone. On risque de se faire très mal. On risque de se faire très mal parce que c'est un parcours, c'est un processus. Et les États-Unis aussi ont
eu un parcours de plus de 400 ans. Les Occidentaux ont eu un parcours de plus de siècles pour y arriver. D'accord? Aujourd'hui, on parle des recommandations de la CEDEAO. On parle des élections. La CEDEAO, du moins la communauté et le dialogue voilà, avait parlé de ces élections en novembre. Au plus tard, novembre ou en octobre, si je me trompe. Et aujourd'hui, on prolonge encore jusqu'en décembre. Quand on avait parlé d'octobre, personne n'avait, du moins au niveau de l'opposition, il n'y avait pas eu un débat aussi élevé, c'est-à-dire dans le sens... parce que l'opposition avait dit à l'époque que c'était une date indicative. Oui, c'est une date que le professeur Alpha Condé a confirmé plus tard. Absolument. Maintenant, c'est une date, moi j'estime que c'est une date définitive aujourd'hui, que la CEDEAO, après l'indication, elle a donné une date définitive le 20 décembre. Et le 20 décembre, en réalité, aujourd'hui, ici, à ce même micro, on a l'habitude de dire entre nous ici que pour faire les réformes, on n'a pas besoin des années, des siècles. En réalité, un seul jour suffira pour qu'on fasse ces réformes. Des heures suffiront pour qu'on fasse ces réformes si tout le monde est d'accord sur le contenu de ces réformes. Aujourd'hui, on nous a donné des indications et on a eu l'essentiel. Donc, si tout le monde est d'accord aujourd'hui, les réformes, on va les signer. L'Assemblée nationale va les voter et on va s'attaquer au fichier. Et le fichier, en réalité, si la communauté internationale, on nous donne les moyens et les équipes nécessaires, on pourra dépouiller ce fichier-là très rapidement. Donc, au lieu d'épiloguer comme on le fait aujourd'hui, on va chercher le sec des anges. On va chercher comment ces enseignes. Il faut plutôt s'attaquer à l'essentiel, au chantier des réformes et au chantier de l'organisation des élections. Sinon, on sera pris par le temps, mais on ira à ces réformes. Moi, à ces élections. Je suis sûr et certain que les élections auront le 20 décembre. Chakala, vous n'êtes pas d'accord avec Olivier? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Olivier tantôt parlait de tant d'occasions manquées par rapport à ces réformes. Oui, on veut les réformes, mais pas n'importe quelle réforme. C'est ça qui a retardé. On ne peut pas, pour les beaux yeux de certains, pour les désirs de certains, aller à ces réformes, même si ces réformes-là ne s'inscrivent pas dans le temps. Dans le moment actuel. Vous savez, il a dit quelque chose que je trouve insultant pour ceux-là qui hésitent encore à prendre le train de la démocratie. Mais aujourd'hui, quand ces chefs d'État sont venus prendre part au sommet, ils ne sont pas venus sur les dos de chameaux. Ils ont pris des avions. Oui. Mais on n'a pas dit que non, on n'a que 60 ans d'indépendance et qu'il faut... On n'a pas encore fabriqué. On n'a pas encore fabriqué l'avion et là, on va venir prendre part, on va se déplacer avec sur les dos de chameaux. Vous savez, quand les portables, les choses sortent, les nouveaux modèles là, ce sont les chefs d'État africains qui sont les premiers à les prendre. Pourquoi la démocratie qui a déjà tous ses fondements posés, on ne peut pas s'adapter à ça? On ne peut pas me dire que dans la sous-région, tous les pays contre la démocratie... Non, je ne leur arrache pas la parole. Mais on ne peut pas me dire que les pays démocratiques ont le même niveau de démocratie que les États-Unis. Non, mais c'est comme si la démocratie, c'est un parcours qui est impossible. C'est déjà les fondements de la démocratie sont là. On ne vous demande pas d'aller chercher. Mais la limitation de mandat, c'est un fondement. Il y a d'autres... doit parler Isidore. Et maintenant, quand certains disent que le 20 décembre, on ira aux urnes, je mets quiconque au défi. Mais le pouvoir de Faure Gnassingbé a l'aval des chefs d'État de la sous-région. Mais cet aval, il y a des préalables qui ont été posés et vous pensez, mais quel que soit le rythme qu'on imprimera à ces réformes, vous pensez que nous serons dans le délai avec le recensement, le fichier électoral et tout cela? La composition de la Cour constitutionnelle. Non, mais quand même, soyons sérieux. C'est une date indicative. Nous voulons tenir là-dedans. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça là qui fait dire à certaines personnes qu'en réalité, on n'a rien gagné, on est déçu? Vous avez dit non au préalable, mais quand on revient sur ces éléments-là, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être déçu à la fin? Mais c'est à l'heure qu'on verra ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Isidore Akolo maintenant. Non, je voulais rebondir sur les propos de Olivier. Nous n'allons pas inventer la roue, parce que ça existe déjà. Elle existe déjà. Et je pense que ce qui est bon ailleurs peut être bon pour les Africains. Qu'on ne nous dise pas que nous allons perdre du temps pour faire notre démocratie, alors que les choses existaient déjà. Il suffisait de les prendre. Tout comme nous utilisons le téléphone et de dernier cri aujourd'hui.
Et pourquoi ne pas attendre que nous soient les Africains même qui inventent le téléphone, parce que c'est déjà inventé, parce que ça marche comme les démocraties. Rentrons dans la danse. D'accord, très bien. Je crois que même je vais préciser. Je voulais juste vous donner la parole. C'est une seule seconde. Je vais préciser. Je ne dis pas que les Africains ne peuvent pas faire la démocratie. Oui, c'est ça que nous sommes sur la voie de la démocratie. Par exemple, le Ghana, c'est un pays qui est en démocratie. Mais ce n'est pas le même niveau. Le palier où les États-Unis sont, ce n'est pas au même palier que le Ghana est. Et ils arriveront même pas maintenant. En 3 secondes pour chacun d'entre vous. Joseph Gada, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la C14 aujourd'hui? Non, répondez à la question précisément. L'avenir de la C14. Je ne suis pas militant à C14. Non. Aujourd'hui, que nous connaissons des recommandations de la C14 aujourd'hui est contrainte quand même. L'avenir. Elle sera ensemble ou c'est fini aujourd'hui pour la C14? Non, je vais me jeter dans l'eau. Je vais me jeter à l'eau parce que aujourd'hui, la CEDEAO, la C14 est de haut mur. Et raison pour laquelle personne n'ose. Est-ce qu'elle va être disloquée aujourd'hui, maintenant que nous connaissons la fin de cette affaire? Oui, ça peut se prévoir parce que dès le début, il disait que ce n'est pas une coalition électorale. Donc aujourd'hui on a fixé des dates, des échéances, chacun n'a qu'à se débrouiller. Bien. Est-ce que c'est la fin de la C14, Chakala? Si on parle de fin, ça serait fatal pour le reste du chemin à faire. C'est maintenant qu'il faut se serrer les coudes. Il y a déjà des bisbilles. Il faut se serrer les coudes. Absolument se serrer les coudes, obtenir les réformes. Mais quand tout se précisera pour les réalisations, là, il pourra... Je reviens à vous. Non, je pense que même pour la crédibilité du pouvoir, il serait mieux que la C14 quand même soit là et que le débat politique continue toujours. Très bien. Olivier. Non, la CEDEAO est à la croisée la C14 plutôt est à la croisée des chemins et on saura donc dans quelques jours si elle peut se sortir d'affaire ou si elle va s'écrouler. On ne peut pas gager de l'avenir. Monsieur, merci beaucoup. Joseph Gada, merci. Olivier Adja, Tchakala Alirou, Isidore Akolor, on avait eu au téléphone entre-temps Ferdinand Haïté. Merci à Adja Proste qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain. Taxi FM, la seule radio d'information continue.